Bonsoir. L'équipe nationale de football du Cameroun passe par des moments tumultueux depuis quelques semaines, voire des mois. Une élimination précoce en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Conséquence directe, le sélectionneur Clarence Seedorf et son adjoint limogés par la Fédération camerounaise de football. Avant cette aventure égyptienne, la question des primes a une fois de plus secoué la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Et dans cette mare à scandale, les responsables sont restés muets depuis le retour d'Égypte, même si certains se rejettent les responsabilités sous cap. Qui sont donc les responsables de cet autre échec des Lions indomptables du Cameroun? Et effectivement, la question autour des responsabilités se pose depuis ce retour. Le limogeage des sélectionneurs suffirait-il pour régler les problèmes de notre équipe nationale? Que faut-il faire justement pour éviter les mêmes effets lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui sera organisée au Cameroun? Ces questions et bien d'autres, nous les poserons à notre invité ce soir. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. L'invité de Parole d'Homme ce soir s'appelle Abdourahmane Amadou Baba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Michael, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir, vous savez, à chaque fois que je suis appelé à me prononcer un peu sur les questions de notre football et peut-être un peu de l'actualité de notre pays, c'est toujours avec un grand plaisir. Tout à fait. Je rappelle succinctement que vous faites partie de ceux qui ont fortement milité pour la mise sur pied d'un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football au lendemain de la tumultueuse Assemblée générale élective de 2013, le 19 juin 2013 précisément. Vous êtes, c'est un rappel, ancien directeur de cabinet de Iya Mohamed, ex-président de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui incarcéré à la prison de Kondengui à Yaoundé. La maison Fédération camerounaise de football, c'est dit que vous la connaissez très bien. Et vous êtes surtout président de l'Étoile filante de Garoua, un club du Nord Cameroun. Oui, un club du Nord Cameroun créé en 1971 oui. Et qui ce club issu d'une fusion entre plusieurs clubs de Garoua, de la ville de Garoua, donc et puis ce club qui a quand même connu des très beaux jours en première division jusqu'à la saison 86-87 et puis qui est descendu et ça fait déjà 32 ans que ça dure. Et qui vient d'être champion. Je vous adresse mes félicitations d'entrée de cette émission. Merci beaucoup, merci. Oui. Il ne suffit pas peut-être d'être champion. J'en profite pour féliciter encore toute l'équipe, les joueurs, tout l'encadrement technique, l'encadrement administratif, parce qu'ils ont fait une saison sans défaite. Et voilà, ça veut dire qu'ils ont appris, on leur a dit, écoutez, apprenez à jouer en pensant que les arbitres, que tout le monde est contre vous. Et ça, là, les garçons se sont forgés... disons, une mentalité voilà, de gagneur et ils ont gagné et là, félicitations. On espère qu'on va pouvoir accéder en ligue professionnelle, d'abord la deuxième division et après la première dès l'année 2020, s'il plaît à Dieu. Et vous avez parlé sur votre page Facebook, Abdourahmane Amadou, de peut-être la fin d'une malédiction qui dure depuis 32 ans. Pourquoi malédiction? Écoutez, quand moi j'ai pris la tête de ce club en 2012, tout le monde m'avait dit que c'était désespéré, ce n'était pas possible, qu'il y avait une malédiction qui pesait sur l'équipe, du fait des luttes qu'il y avait eu de leadership, parce que c'était quand même une équipe, c'était l'équipe phare du Nord, c'était la principale équipe. Et puis il y avait des luttes entre guillemets politiques autour de l'équipe et on me disait qu'il y avait une malédiction, qu'on avait jeté des sorts, qu'on avait enterré des choses et que ce n'était pas, et que tous les présidents étaient voués à peut-être même à disparaître et que l'équipe n'allait jamais se relever. On a dit mais écoutez, peut-être on va mettre un peu de savoir-faire là-dedans. J'avoue que notre projet initial, c'était de monter dès la deuxième année ou la première année. Malheureusement, on est parti du départemental. Malheureusement, les luttes à la fédération ont fait que nous avons été combattus et on ne nous a jamais permis de montrer nos capacités au plan sportif. Donc cette année, on a pu
parce que les gars ont fini par comprendre que malgré l'adversité, on avait la Ligue de football contre nous, on avait la Fédération camerounaise de football contre nous, on avait tout le monde du football contre nous, y compris la CAF, la FIFA, tout le monde. Pourquoi les gens toutes les voulaient autorités. tant à Non, l'étoile parce filante que, de parce Garoua? que nous avions pris une posture pour dire que, écoutez, c'est pas ça l'idée du football. Et le football organisé tel qu'il est pratiqué au Cameroun, le football tel qu'il est organisé, tel qu'il est géré, nous avons des réserves. Ce n'est pas du football organisé. Et nous l'avons dit, au lieu d'écouter et d'aller vers des solutions, eh bien, écoutez, on nous a combattus. Et aujourd'hui encore, les problèmes qu'on a décriés il y a 7 ans, il y a 8 ans, quand on a commencé à... Et ces problèmes sont là. Vous venez d'évoquer les lions indomptables. On en parlera tout à l'heure. Et voilà, c'est l'éternel recommencement. L'étoile filante de Garoua a simplement eu la malchance d'avoir comme président Abdourahmane Amadou. Oh, je ne sais pas si c'est une malchance ou c'est une chance. Parce que quand même, quand nous sommes arrivés à la tête de cette équipe, l'équipe avait été en cessation d'activité parce qu'on avait suspendu tout le monde. Déjà, l'équipe était combattue avant. Donc, on avait aussi des supporters qui n'arrivaient pas à accepter cet état des choses et qui vandalisaient tout. À des moments même, ils voulaient tout brûler. Et donc, moi, je suis venu avec un message en disant que, écoutez, nous n'allons plus user de la violence. Nous allons utiliser les textes, les statuts, la réglementation, la loi pour faire valoir nos positions. Et faire valoir nos droits. On ne va plus, et je leur ai dit, c'est la condition. Si il y a une violence qui persiste, parce que nos supporters étaient connus pour être les plus difficiles, et on avait des ultras. Moi, je leur ai parlé à ces ultras. Je leur ai dit, ça ne sert à rien, on peut se plaindre, ça fait des années qu'on se plaint. Mais écoutez, maintenant, on essaye de trouver des solutions. Ils ont compris. Et puis on a travaillé. Bon, le professeur Joseph Ona a essayé de nous diviser. Il a mis quelqu'un à la tête de l'équipe. La FIFA a validé, la CAF et la FIFA ont validé. Nous avons refusé et nous sommes allés jusque devant le tribunal fédéral suisse, devant la Cour suprême suisse. Face à la FECAFOOT, le tribunal arbitral du sport m'a reconnu président d'Étoile filante de Garoua, a reconnu le bureau qui était avec moi. Et la FIFA aussi, nous sommes allés devant le tribunal en Suisse. La FIFA a dit, je ne suis pas président. Moi, j'ai dit, je suis président. On est allé de procédure en procédure, on a gagné. Et puis là, maintenant, on nous laisse tranquille parce que c'est... voilà, tout le monde disait que, voilà, on est allé à l'OAPI pour couvrir, pour protéger. Et l'OAPI n'a pas soit agi sur une instruction soi-disant gouvernementale pour nous priver de nos droits. Ça, c'est un dossier sur lequel on va revenir parce que nous avons protégé, nous avons payé. Mais l'OAPI a joué un jeu qui n'est pas... On est étonné, hein? C'est pour vous dire jusqu'à quel niveau nous avons été... voilà, le gouvernement mondial du football. Au Cameroun, on était, que ce soit à Garoua, préfet, le sous-préfet. Bon, ça, c'est déjà passé. C'est un épisode qui est désormais derrière nous. Sommes restés droits, nous n'avons utilisé que la loi, la réglementation. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. On espère que voilà, le football camerounais va permettre demain que des clubs s'épanouissent et qu'on retrouve un peu la période dorée qu'on a connue et qui était celle de Canon Yaoundé, Union de Douala, Tonnerre, ainsi de suite. Oryx d'abord, qui est vraiment l'équipe pionnière, le club justement. Pionnier, voilà, voilà, donc, et tout ça. Bon. Merci. Abdourahmane, comme de coutume, hein, dans cette émission, je vais vous suggérer de commenter quelques sujets liés à l'actualité, même s'ils n'ont rien à voir avec le football. Nous sommes en direct et vous avez certainement suivi cette actualité autour de ces mutineries dans quelques prisons camerounaises. Hier, à Yaoundé d'abord, avec des prisonniers qui se sont soulevés. Et ce soir, à Boya, des prisonniers qui se réclament être ceux arrêtés dans le cadre de la crise dite anglophone qui sévit dans notre pays depuis bientôt 3 ans et qui exigent d'être libérés parce que, disent-ils, ne savent pas ce qu'ils font en prison. Comment avez-vous vécu cette écoutez, bon, avec beaucoup d'inquiétude, parce que vous savez,
Nous vivons une période difficile. Notre pays traverse une période difficile, que ce soit dans les régions anglophones, dans l'extrême nord. Nous avons une situation politique tendue. Et moi, j'ai suivi les revendications un peu. On a parlé du respect des procédures et puis aussi des conditions de détention. Moi, je pense que si c'est que ces prisonniers disent, si c'est vrai, si c'est fondé, il va falloir corriger le tir. Parce qu'on ne peut pas, ce sont des Camerounais, quel que soit ce qu'ils ont commis. Les affaires sont en instruction, on ne va pas entrer là pour commenter qui est fautif, qui est coupable ou pas. Normalement, c'est la présomption d'innocence qui prime, jusqu'à ce que, voilà, qu'il y ait un jugement et tout. Moi, je pense que notre justice doit fonctionner de la meilleure manière possible, avec les moyens peut-être qui sont mis à la disposition, mais il y a un côté humain qu'il faut prendre en considération, et ce sont des Camerounais, et il faut savoir que nous qui sommes dehors, chacun d'entre nous peut, au détour d'un petit incident, se retrouver à la place de ces gens-là. On ne souhaite pas, mais je pense qu'il faut regarder ça de près. J'espère que le gouvernement va regarder ça de près, étudier, et si c'est vrai, il faut, si la loi dit qu'on ne doit pas garder quelqu'un pendant un certain nombre d'années sans jugement, ben, écoutez, c'est la loi, on doit appliquer la loi. Tout le monde doit respecter la loi. Si vous ne respectez pas la loi, je ne sais pas si c'est ça, mais si, je dis bien que si c'est le cas, eh ben, écoutez, il va falloir corriger le tir et faire ce qu'il y a à faire et améliorer les conditions de détention de ces détenus. Autre sujet, pas très loin de nous, c'était le week-end dernier. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux questions culturelles également. Le festival Écran Noir se refermait à Yaoundé, mais une curiosité qui est venue créer toute une polémique au sein de la famille du cinéma au Cameroun, justement, le prix du meilleur acteur masculin n'a pas été décerné parce que le jury aurait estimé justement qu'il n'y avait pas de très bon acteur au Cameroun. Ça crée une sorte de tollé dans le monde du 7e art. Comment vous commentez? Quel commentaire vous suggérez? Moi, j'ai connu ce milieu, j'ai travaillé dans le milieu culturel, j'étais jusqu'à un certain niveau, hein, Basek Bakobio, c'est une connaissance. Moi, j'ai fait des festivals de cinéma parce que j'ai travaillé à ce moment-là dans la culture. C'était une autre vie. Et je pense que j'ai été à un endroit, à un moment donné de ma vie, j'étais intéressé, j'étais impliqué dans des questions liées à la culture, à la promotion de la culture, à l'état de la culture même. Et j'avais toujours déploré, on avait déploré que déjà au Cameroun, la culture était faite par les autres, par le centre culturel français. Moi, je travaillais dans la coopération française à ce moment-là et ils avaient mis en place un système de coopération, mais voilà, moi je le dénonçais, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai démissionné. Et c'était les autres qui dirigeaient notre politique culturelle en réalité. Parce que nous ne mettions rien. Et le centre culturel camerounais aujourd'hui, il fonctionne tant bien que mal. C'est vrai que même les centres culturels français ne sont plus ce qu'ils étaient. Et je pense qu'on n'a pas fait les efforts pour pouvoir, alors que nous étions des pionniers. Nous étions les Dikongue Pipa, donc les Alphonse Béni, ainsi de suite. Je pense qu'il faut une véritable politique. Ce n'est pas étonnant parce que tout simplement, on s'attend aujourd'hui à des générations spontanées. Et que s'il n'y a pas une génération spontanée, heureusement qu'il y a Écran Noir. Et aujourd'hui, il faut voir. Moi, j'ai connu Écran Noir à ses débuts et je vois Écran Noir aujourd'hui. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même envergure, ce n'est plus les mêmes intérêts. Et ça, déjà, ça veut dire... c'est dommage et j'espère que peut-être au ministère de la Culture, à un moment donné, on va prendre en considération, comment je peux dire, les défis qui sont les nôtres, parce que la culture, s'il n'y a pas une véritable politique culturelle dans un pays, on l'a déploré depuis de longues années. Et ça continue, c'est comme dans le sport, c'est comme ailleurs, il faut définir une politique et la mettre en place. Voilà, il n'y a pas de centre culturel
Camerounais dans les régions, dans les départements, vous n'avez pas un accompagnement, vous n'avez pas... Donc, je ne veux pas être très long parce que ça, c'est un autre sujet. Mais, et voilà, et je dis, c'est bien dommage et j'espère que, voilà, que Écran Noir même va pouvoir quand même peut-être corriger le tir parce que ce n'est plus Écran Noir que nous avons connu. Et ça, c'est dommage. Moi, les 3 ou 4 dernières années, je n'ai pas participé, je ne suis pas allé là-bas. Le festival doit peut-être se réinventer. Peut-être, parce que Bakobio, peut-être il est aussi un peu découragé, peut-être il fait avec les moyens de bord, parce que peut-être il n'est pas suffisamment accompagné. Mais bon, écoutez, Revenons sur des questions qui nous intéressent, du sport, cette fois-ci, et du volleyball. Et une bonne nouvelle, hein, ce soir, les Lions du Filet, qui viennent justement de remporter leur duel décisif contre l'Égypte, vice-champion d'Afrique en 3-7-0. Vous savez que le Cameroun participe bien sûr à ce championnat d'Afrique de volleyball à Tunis. Et donc, les Lions du volleyball qui viennent de donner une fois de plus le sourire aux Camerounais ce soir. Le volleyball qui se porte de plus en plus. De mieux en mieux avec le président Serge Abouem, il faut reconnaître. Hein, on a vu, il a eu... C'est un exemple qu'avec des petits moyens, encore que, quand on voit, moi, à travers les médias, je suis un peu au courant des difficultés qui sont les siennes. Et ce n'est pas facile du tout. Mais voilà, cette fédération est l'une des fédérations qui fonctionne le mieux. Et on a eu un titre africain qu'on a conservé encore en Égypte avec les dames, filles, justement, qui ont été reçues cet après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont reçu à l'occasion une prime spéciale du président de la République. On parle de 204 millions de francs CFA. C'est une bonne nouvelle. Ça se justifie. Quand on donne la prime à la fin de la compétition, ça se justifie. Mais par contre, moi, je n'ai jamais compris pourquoi on donne des primes, pourquoi on négocie des primes. On va revenir là-dessus. Mais voilà, quand le travail est bien fait, je pense que c'est toujours bien que l'État, maintenant, que le gouvernement de la République apporte sa contribution pour motiver ceux ou celles qui ont apporté les résultats, mais également ceux ou celles qui sont derrière et qui viennent dans d'autres disciplines. Donc la reconnaissance de la nation, ça c'est quelque chose de très bien, mais maintenant il faut que ce serait bien si le gouvernement de la République mettait un certain nombre de moyens pour préparer ces victoires. Parce que quand on voit la victoire des volleyeuses, on se dit que c'est une victoire qu'elles ont elles-mêmes créée, qu'elles ont fabriquée, qu'elles ont inventée, sans l'aide vraiment qu'elles auraient pu attendre du gouvernement de la République. C'est ce que moi j'ai lu, sur la base des discussions, des lettres et de ce qui a été écrit dans les médias. Et on peut le déplorer, mais maintenant, tout est bien qui finit bien. Voilà. Et on va parler, si cela vous convient, Abdourahmane Amadou, justement, de cette Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, et le comportement des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun, justement, éliminé en 8e de finale de la compétition. Vous avez suivi toutes les rencontres des Lions indomptables du Cameroun? Pas toutes, parce que la finale, le match de 8e de finale, j'étais préparé déjà pour aller pour les quarts de finale. J'avais pris mon visa pour aller en Égypte. Mais en 8e de finale, je me retrouvais au Brésil. Et j'ai suivi le match, j'étais dans un stade. Voilà, je n'avais pas de télévision, mais j'ai suivi à travers une application. Parce que là, ce jour-là, d'abord, il n'y a pas une télévision au Brésil, en Amérique latine, qui diffuse le match. Voilà, j'étais dans le cadre de notre match Argentine-Chili, je pense. C'était un match de 3e place. Et je suivais. Et puis bon, malheureusement, avant d'arriver au stade, on menait 1-0. Quand j'arrive au stade, je consulte mon application. J'étais surpris de voir... non, on nous menait. Et puis là, j'étais surpris, agréablement surpris de voir qu'on était à 2-1. Malheureusement, voilà, à la fin, nous avons perdu. Qu'est-ce que ça vous a fait cet instant-là? Beaucoup de peine. Parce que le Cameroun ne devrait pas sortir à ce stade dans une telle compétition. On a atteint un niveau, notre potentiel, notre capacité en matière de football. Écoutez, c'est notre première ressource au Cameroun, le football. Et si on peut aller à une CAN et se faire éliminer, parce qu'après j'ai revu quand même un peu le match, ce n'était pas une équipe
du Nigeria assez terrible qui nous a gagné. Mais bon, écoutez, quand vous êtes faible, vous pouvez être à la merci de n'importe qui. De n'importe qui. Et on a vu cette équipe au début. Je vous avoue qu'après le premier match, j'étais convaincu qu'on irait loin. Parce que je me dis, les Lions, quand ils évoluent, ça n'a rien à voir avec l'état du football camerounais. La plupart de ces joueurs évoluent ailleurs. Et lors des grandes compétitions, moi j'ai participé à des grandes compétitions majeures, plusieurs Coupes du Monde où j'étais dans l'encadrement de l'équipe. Donc il y a une dynamique qui se met en place pour les compétitions. Et cette dynamique est déterminée par l'état d'esprit des joueurs. Et donc ça peut faire que le Cameroun arrive, quelles que soient les conditions autour, les joueurs se transcendent, ils arrivent à faire des résultats extraordinaires. Et donc j'avais décidé, avant de quitter le Cameroun pour aller au Brésil, j'avais pris mon visa, je me disais, bon écoutez, demi-finale, mais comme en quart on devait être contre le pays organisateur, j'ai dit, bon, en quart de finale, je vais en Égypte. J'étais convaincu de pouvoir quand même avoir une affiche Égypte-Cameroun. Bon, malheureusement, et je dis malheureusement, c'est le cercle vicieux. Moi, je suis resté 11 ans à la fédération, à un niveau très élevé du football camerounais, et nous avons répété les mêmes erreurs. C'est comme un réflexe pavlovien. Chaque cycle, on reviendra sur ce cercle vicieux que vous décrivez. Et première conséquence justement, directe de l'élimination des Lions, le limogeage des sélectionneurs. Et la décision justement qui est arrivée de la Fédération camerounaise de football. Mais quelques jours avant, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, dans une émission sur les antennes de la télévision nationale, parle justement de l'environnement des Lions indomptables qui n'a pas été favorable à cette équipe et justement d'un entraîneur qui a été incapable de faire régner la discipline au sein de son équipe. Il annonçait déjà là, on peut dire, les couleurs de ce limogeage de Clarence Seedorf. Il fallait bien couper une tête. Mais maintenant, attention, si vous vous trompez de diagnostic, vous allez vous tromper de remède. Et il me semble que monsieur le ministre, avec tout le respect, il s'est trompé de diagnostic. L'entraîneur, il est mauvais parce que nous sommes mauvais dans notre organisation. Je ne pense pas que l'entraîneur ait eu une responsabilité capitale dans l'affaire. Parce que c'est nous qui sommes mauvais, c'est nous qui avons été mauvais. Parce que cet entraîneur, comment il est venu au Cameroun, déjà? C'est là le problème de tous les entraîneurs qui arrivent au Cameroun. Le processus qui mène à leur recrutement. Entre guillemets. Vous comprenez? Et donc, déjà là, on avait déjà commencé à échouer. Et puis, est-ce que vraiment l'entraîneur avait les coups des franges? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas de fédération. S'il y avait une fédération, je ne vois pas comment un entraîneur pouvait faire tout ce qu'on lui reproche là. Ce n'est pas possible si vous avez une fédération. Un entraîneur, on le recadre tout de suite. On n'attend pas constater les dégâts avant le... Parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Et si vous connaissez le football, vous regardez ces signes. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois on s'est dit, le Cameroun, c'est même... Quelqu'un m'a dit, un jour, on était dans une délégation à une Coupe du Monde, il dit non, nous, quand tout est OK, on ne gagnera pas. C'est quand il y a des problèmes qu'on gagne. C'est déjà devenu une règle. Et c'est une haute autorité qui m'a dit ça. Il me dit non, le Cameroun, c'est bien quand il y a des problèmes. C'est comme ça que quand on arrive à une compétition, il y a des problèmes et c'est comme ça qu'on gagne. Vous comprenez? C'est devenu déjà la norme. Commençons justement par parler de ce recrutement du sélectionneur et de son adjoint. Au départ, vous vous y opposez pratiquement. Non, moi je me suis très rarement prononcé sur le processus de... Du choix oui, mais à la fin, il faut prendre en considération un aspect. L'entraîneur doit être le seul maître à bord. Quel que soit ce qui a entouré sa venue au Cameroun, il doit être le seul maître à bord. Maintenant, ce qu'on peut reprocher à Seedorf et à Kluivert, c'est d'avoir laissé faire. Donc, si vous... après, vous ne pouvez plus rien dire. Si vous avez une responsabilité que vous n'assumez pas et que peut-être vous laissez d'autres personnes assumer cette responsabilité à votre place, c'est clair que personne n'est responsable en dehors de vous.
Parce que c'est vous qui signez, c'est vous qui assumez les choix, c'est vous. On a eu des choses qui ont circulé. Je ne sais pas si ces choses, ces allégations, ces accusations sont fondées, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait aucune cohérence dans les choix de l'entraîneur. Mais comme d'habitude, on a espéré un miracle. Vous comprenez? Donc, il fallait qu'il parte, mais l'entraîneur, c'est le dernier à partir. En réalité, vous mettez n'importe quel entraîneur, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça ne sert à rien. Peut-être que je ne dis pas qu'il fallait le garder, parce que je dis bien la faute, je souligne, la faute de l'entraîneur de Seedorf, c'est d'avoir accepté tout. Accepter tout, ça suppose quoi? Ça signifie quoi exactement? Non, parce que quand on voit, quand on écoute ce qui se dit, ça veut dire qu'il n'a pas peut-être été maître de ses choix. J'en sais rien. Est-ce que la fédération est intervenue dans ses choix? Parce qu'à un moment donné, on nous a dit, lui, il dit qu'il aurait convoqué 30 joueurs, mais qu'on se serait retrouvé avec 37 joueurs. S'il n'a rien dit, écoutez, ça veut dire qu'il assume, ça veut dire que ce sont ses choix. Et je constate que, avant d'aller en compétition, quand il a même sorti, rendu public cette liste, qui est venue d'abord de Canal+, écoutez, et ce qui est dommage, quand il a rendu public cette liste, il n'est pas venu expliquer ses choix. C'est important qu'un sélectionneur puisse expliquer ses choix. La presse a décrié justement cet état de choses à cette période-là, et la presse qui relevait déjà le fait qu'il n'y avait pas adéquation entre la fédération et l'entraîneur, justement, pour le choix on n'a pas de fédération. Et c'est pour ça que je vous dis, et depuis on le dit, on va peut-être revenir sur ça, quand vous prenez des gens, depuis toujours, on a promis la médiocrité. On a promis la médiocrité. Quand vous prenez des gens qui ne connaissent pas le football, qui ne connaissent, je peux dire rien, je me permets de le dire, au football, à son fonctionnement, à son organisation, vous le mettez à la tête de notre fédération, vous attendez à quoi? Nous, de dehors, c'est nous qui avons d'une élection. Hein, non, il n'y a pas eu d'élection, justement. Il n'y a pas eu d'élection. On nous a imposé M. Saïdou Momonia. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Non, certainement. Je ne peux pas venir ici sans parler de ça, parce que c'est la cause principale. Vous avez des acteurs de premier plan dans notre pays. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir le football le plus fort, l'un des plus forts au monde. Mais on a préféré, avec l'implication de certaines autorités, on a préféré promouvoir la médiocrité. Parce que ces gens qui sont médiocres, c'est parce qu'ils se laissent, on leur dicte tout. Non, écoutez, le football doit être géré par les acteurs, des acteurs avisés. Il y en a au Cameroun, des acteurs de football qui connaissent le football, qui vivent le football. Écoutez, et donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas une vraie fédération, si vous n'avez pas de fédération, vous pensez que vous pouvez avoir une sélection qui fonctionne? Vous pensez qu'un entraîneur peut venir et il fonctionne comme un entraîneur lambda qui arrive en Argentine, qui arrive au Brésil ou même qui arrive en Égypte? Non. Est-ce que vous êtes en train de dédouaner là Seedorf et Kluivert, je ne les qui ont été pas. un peu tatillons justement comme entraîneur dans leur choix, l'alignement des joueurs sur le terrain? On a remarqué quand même un entraîneur très hésitant qui a aligné pratiquement 3 équipes en 3 matchs et autres. Vous trouvez qu'est-ce que la fédération faisait? Qu'est-ce que la fédération faisait? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on les a laissés faire ça? Écoutez, quand vous recrutez un entraîneur, vous lui fixez... Non, s'il vous plaît, quand vous connaissez le football, quand vous recrutez un entraîneur, vous lui fixez des objectifs, mais en même temps, vous lui demandez de vous soumettre ses critères de travail, ses critères de sélection. Et vous devez définir ensemble. On n'a pas de DTN malheureusement. Quand je dis on n'en a pas, parce que la DTN qui est là, c'est sur le papier, parce qu'en tant que structure, c'est une structure moribonde. Vous définissez les critères. Ce n'est pas pour venir, si quelqu'un ne rentre pas dans ces cases-là, il ne vient pas à l'équipe nationale. Le jour où il peut y avoir des exceptions, on a vu dans des grands pays, pour une raison X ou Y, on a dit, écoutez, pour celui-là, pour telle raison, on peut ne pas cocher cette case et le prendre quand même. Mais en général, il y a des critères. Et puis même, quand il est arrivé, il devait avoir une feuille de route. Après, le 3e match déjà, il devait être capable d'avoir des certitudes, mais pas de tâtonner. Comment vous pouvez arriver à une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations et vous expérimentez encore des schémas de jeu, vous expérimentez, vous testez des joueurs, vous utilisez jusqu'à 19 joueurs?
Alors, la fédération était où pour lui dire qu'écoutez, s'il y avait une vraie On le disait fédération... plutôt en accointance avec la Fédération camerounaise de football. C'est ce qui... C'est ça sa faute. justement C'est parce beaucoup dit. qu'il s'est soumis à ce que... Et justement, c'est pour ça. Quel est le but de ceux qui sont à la tête de notre fédération? Quel est le but de ceux qui les imposent? Ça fait 7 ans que notre football traverse une crise. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de président. Hein. Monsieur Seydou, je ne sais pas s'il va rester. Mais écoutez, mais il faut savoir qu'il y a une procédure qui est pendante, qui est très avancée devant le tribunal arbitral du sport et qui concerne la validité ou non de ce processus électoral. On reviendra mais sur ce processus. Voilà, c'est pour vous dire que nous traversons une crise depuis 7 ans et on n'a pas pu résoudre cette crise parce qu'il y a des gens qui utilisent les moyens de l'État et qui interviennent dans le fonctionnement de la fédération. On a eu le professeur Oona qui est venu, qui a fait ce qu'il a fait, il est parti. Maître Api, qui est venu, qui a fait... C'est une malédiction. Écoutez, on a les mêmes problèmes pires. Écoutez, aujourd'hui, peut-être la fédération de 2013, c'était quand même... c'était quelque chose par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, alors qu'on avait contesté cette période-là. On y reviendra. Je suggère les choses. Que nous restions sur la CAN, sur la Coupe d'Afrique à Douama. On reviendra sur cette fédération. Et de l'environnement dont parlait le ministre, justement, on parle toujours de ces équipes pléthoriques autour des Lions indomptables du Cameroun, qui au départ du Cameroun ont fait une lettre dans laquelle ils demandaient justement à ne pas avoir des interférences extérieures plutôt au sein de la tanière, mais malheureusement, il nous est revenu d'Égypte, justement, de nos confrères envoyés spéciaux sur place et autres, que c'était encore le cas autour des Lions indomptables du Cameroun. Comment la même situation perdure depuis plusieurs années? Parce qu'on n'a pas, je suis désolé, mais on va toujours revenir à la fédération. Parce que c'est la fédération qui doit diriger le football dans un pays, qui doit gérer les équipes, les sélections nationales. Si vous n'avez pas de fédération, vous n'aurez rien du tout. Vous pouvez changer d'entraîneur, vous pouvez amener, je ne sais pas, Guardiola, il peut venir ici. Il va faire 0 résultat. Peut-être il va tomber sur une période de chance ou de miracle, comme on en a connu parfois, mais il ne pourra rien faire de manière objective. Parce que beaucoup de nos victoires n'ont jamais été expliquées de manière objective et personne ne peut les expliquer. Ça, c'est un débat qu'on a eu dans un cadre, je peux même dire entre guillemets, scientifique. On ne peut pas, parce que ce n'est pas le résultat d'une politique bien élaborée, bien pensée, mise en place, implémentée. Non. Et donc, si vous n'avez pas de fédération, vous n'aurez jamais de football, vous n'aurez jamais de sélection. Oui, vous aurez toujours 23 Camerounais, parce que les Camerounais naissent avec le football. C'est pour ça que je dis que c'est notre première ressource. Plus que tous les autres pays dans le monde. Mais même sans fédération, vous allez toujours, je le répète, trouver 23 joueurs pour à qui donner les passeports, qu'ils soient sur n'importe quel continent, des Camerounais qui viennent, et il y aura toujours une équipe nationale. Mais ce n'est pas ça le football. L'équipe nationale, c'est la résultante d'un football. C'est-à-dire que dans un pays, il y a ce qu'on appelle le football, son organisation, et c'est une pyramide. Et la pyramide a une base. La base, c'est le football de jeunes, c'est tout ce que vous connaissez, avec toute la politique qui doit être définie, avec la DTN au milieu. Et puis, le sommet de la pyramide, alors, ce sont les sélections nationales. Nous, depuis des années, on a mis des moyens, on ne s'est occupé que du sommet. Vous ne pouvez pas arriver pour faire une maison, vous occuper du toit. Vous devez faire des fondations, vous devez construire des murs solides, vous devez tout penser, la direction du vent, vous devez tout mettre en place. Alors, sans dirigeants, je vous assure que, écoutez, ces problèmes vont perdurer. Parce que j'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il est question de primes avant d'aller aux compétitions? On n'a pas besoin de discuter des primes. On n'a pas besoin de proposer des primes aux Lions indomptables. Pourquoi il y a cette histoire de primes? La question de primes, justement, c'est une fois de plus posée. Hein. On ne doit même pas parler de primes. Pourquoi on veut donner des primes? Comment résoudre justement cette question de primes? On ne doit même pas donner des primes. L'État ne doit pas donner des primes. C'est parce qu'il y a des gens qui trouvent le prétexte de sortir de l'argent des caisses de l'État. Et parce que si vous supprimez les primes, vous réglez beaucoup de problèmes. Parce que dans l'équipe qui allait au Caire, il y a au moins peut-être 10 joueurs ou 7 ou 8 joueurs qui sont là parce qu'ils vont rétrocéder leurs primes à des personnes qui ont intercédé pour qu'ils soient là. Déjà,
C'est un motif de trafic, d'influence et de déstabilisation de notre sélection. Et puis je vous prends l'exemple. Les équipes du Cameroun, peut-être, l'équipe même pas Guinée-Bissau, peut-être, je ne sais pas, les îles Fidji. Vous pouvez encore intéresser les joueurs en leur disant, écoutez, on vous donne les primes. Mais il faut savoir que les joueurs camerounais sont tous des joueurs professionnels, la plupart. Donc, rarement, on a des joueurs amateurs qui viennent en sélection et qui participent aux compétitions majeures. Généralement, 1 ou 2 joueurs qui viennent en Coupe du Monde, parce que parfois, il faut que le championnat ou les championnats locaux soient représentés. Parce qu'ils sont des professionnels, ils ne doivent pas être payés? Non, ce n'est pas une question de payer. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de payer? Vous savez, déjà, les joueurs, on revient, il faut remettre la balle au centre, comme on dit. Les joueurs ont besoin de la sélection a besoin des joueurs. Parce que pour évoluer même, pour comment je peux dire, pour progresser, les joueurs ont besoin de venir en sélection. Oui. C'est déjà un prestige, vous comprenez? Dans certains championnats, si vous n'avez pas un certain nombre de sélections, par exemple en Angleterre, vous ne pouvez pas avoir un contrat de travail en tant que joueur. Vous comprenez? Et puis ces joueurs gagnent bien leur vie. À un moment donné, nous, à l'équipe du Cameroun, il y avait plusieurs milliardaires. Vous comprenez? Il y avait des gens qui prenaient leur prime, juste ils jouent le tapé-tapé ou bien ils laissent à une tantine qui vient, qui prend pour... Écoutez, et donc on n'a pas forcément besoin de cela parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin de cela. Et puis c'est quelque chose, on a besoin d'objectifs. Comme dans des fédérations qui fonctionnent très bien, vous dites, écoutez, nous allons à la CAN, si nous gagnons la CAN, nous aurons 4,5 milliards. Donc, si nous arrêtons quand même au premier tour, on n'aura que ça. Si nous allons au deuxième tour, on aura ça. Voilà les primes. Et on dit, bon, écoutez, si vous arrêtez au premier tour... la suppression de la prime de participation. Non, pas la prime que l'État donne. Oui. L'État ne doit parler de primes que quand il y a résultat. L'État ne doit pas venir parler de primes au début d'une compétition et marchander avec les joueurs. Et ça, on avait fait ce qu'il fallait. Il fallait tout simplement réglementer. C'est juste un petit règlement qu'il faut adopter au niveau du comité exécutif de la FECAFOOT. Tous les 4 ans, vous mettez les niveaux de primes de participation parce que vous avez des primes olympiques. Quand un joueur vient, ça veut dire qu'il y a quand même une prime dans d'autres pays. On vous met $100 par jour parce que le joueur, on suppose qu'il doit téléphoner, il doit faire un certain nombre de choses. Ce n'est plus comme avant. Parce qu'avant que cela soit réglementé au niveau mondial avec le calendrier international coordonné, les clubs pénalisaient les joueurs et retenaient de l'argent sur leur salaire parce que quand ils allaient en sélection. C'est fini ça. Ils ont leur salaire, ils viennent en sélection, c'est pendant une période réglementée qui est validée par la FIFA, c'est le calendrier international, et les fameuses périodes FIFA, et qui sont, on connaît ces périodes sur 4 ans, vous comprenez? Donc, ils n'ont pas besoin de cet argent, ils viennent, il y a des petits réglages à faire, et vous leur dites, écoutez, c'est la fédération. L'État ne doit pas intervenir dans les histoires des primes. L'État viendra le jour où l'État sera fier des résultats. L'État va dire, écoutez, vu les résultats, vu les performances, nous octroyons, comme ça se fait là avec les voleurs, et là, la fédération organise, donc il y a une cérémonie protocolaire, mais ça ne doit pas être un marchandage. Vous allez là, on doit vous donner comme ça, non, vous nous donnez. Il y a déjà un côté malsain. Et ça bride l'esprit de compétition. Il y a une approche différente qui se met en place, qui s'installe dans l'esprit de tout le monde. Ça devient une affaire d'argent. Ça ne doit pas être... Parce que les joueurs, même les joueurs qui seront là, si on prend un joueur localement qui gagne 200 000 dans un club, c'est un honneur d'être là et c'est une exposition. Le fait d'être à l'équipe nationale, d'être sur la liste des 23 qui vont à une CAN, c'est une ligne sur le CV du joueur. Ça va lui permettre, il ne sera plus perçu comme, c'est une plus-value. Il ne sera plus perçu comme un joueur tout simplement du championnat local. Vous comprenez? Ça, autant, même s'il ne joue pas, il compte les sélections. Les sélections qui sont là, quand vous jouez 5 matchs, ce sont des nombres de sélections. Et quand on voit ça à l'étranger, quand un club voit ça, un club étranger, l'équipe du Cameroun, vous avez été sélectionné à l'équipe du Cameroun,
nous pensons que c'est largement suffisant. Mais maintenant, on peut les intéresser sur les primes versées par l'organisateur, l'organisatrice, soit la CAF pour la CAN, soit la FIFA pour dire que maintenant on aura une cagnotte à chaque période, à chaque étape de la compétition. Et on leur dit, vous avez 50%, vous avez, la Fédé peut même dire que vous avez 75%. Peut même dire que si vous gagnez la finale, vous avez, voilà. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, on met tout ça. Mais personne ne veut faire ça. Parce que si vous réglementez... Vous avez été à la Fédération camerounaise de proposé. Football. Pourquoi justement votre proposition n'a jamais prospéré jusqu'à ce jour? Est-ce que vous l'avez porté au niveau du gouvernement? Bien sûr. Et autres mais, pour écoutez, je ne vais pas revenir ici. Mais sinon, plutôt, il y a un texte du président de la République qui réglemente justement le paiement de ces primes des Lions indomptables du Cameroun, de l'équipe nationale du Cameroun. Justement, ce sont des gens qui ont proposé, le professeur Ona qui a proposé ce décret. Bon, c'est un décret, ça force de loi. Mais la réalité est celle-là. Je dis bien qu'on n'a pas besoin de décret pour ça. Mais maintenant, comme il y a une intervention des pouvoirs publics, sur certains plans, dans certains domaines, il y avait ces conventions de collaboration. Ça, sur ce plan, c'est le Cameroun qui a innové et par la suite d'autres pays se sont intéressés à ça, entre les pouvoirs publics et la fédération. Mais de manière absolue, le gouvernement, l'État n'a pas besoin d'intervenir au niveau des primes. On n'a pas besoin de parler de primes de cette manière-là avant d'aller à une compétition. C'est quelque chose qui doit être arrêté de manière réglementaire tous les 4 ans, c'est-à-dire par cycle de 4 ans. Les joueurs savent que pour la période allant de 2019 à 2023, voilà comment ça se passe à l'équipe nationale en ce qui concerne les primes. Si au bout de 4 ans ou bien avant, il y a des raisons pour améliorer, si la fédération maintenant a les moyens d'améliorer certaines conditions, mais on doit arrêter tout ça de manière réglementaire pour dire en quelle classe on doit voyager en fonction des continents. Si vous dites que vous amenez les joueurs en Chine, vous devez prévoir des sièges en première classe, en business. Si vous devez, tout doit être prévu et on ne doit plus parler de ça pendant 4 ans. Si un joueur veut remettre en cause un règlement qui fait force de loi, ben écoutez, il reste. Le jour où il sera d'accord avec le règlement, il viendra. Vous comprenez? Je rappelle que Seydou Mombo Nzoya, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, a proposé justement une technique pour régler ces problèmes de primes qui se rapproche un peu de celle que vous proposez là tout à l'heure, c'est-à-dire fixer un taux justement en termes de primes pour tous les joueurs avant toute compétition. Cette proposition a été faite il y a quelques jours seulement en Égypte quand il a été interrogé par nos équipes, nos envoyés spéciaux sur place sur ce scandale lié à la prime avant le départ des Lions indomptables. On ne parle pas de la même chose. Moi je dis il ne faut pas qu'il y ait de primes. Lui il dit il faut fixer la prime. Non. Ces primes dont on parle, c'est la prime de participation, c'est la prime... Nous ne devons pas parler de ça. Mais qui même? Pourquoi on met la prime de participation alors que les jeux ou de qualification? Parce que c'est beaucoup plus la prime de qualification. Et l'aberration, c'est que très souvent, on a payé la prime de qualification et de participation, parce que les deux notions ont toujours, mais en réalité, c'est la prime de qualification. Et cette prime-là, elle est donnée à des joueurs qui n'ont pas parfois participé à la phase éliminatoire de la compétition majeure, du tournoi final de la compétition majeure. Je vous ai dit, il y a des gens qui font sélectionner des joueurs uniquement pour empocher leur prime. Et quand vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce marchandage en même temps. Parce que, voilà, ces gens-là ont intérêt à ce que les primes soient élevées. Et ces gens se retrouvent à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, du coup, c'est un problème, les primes aujourd'hui. C'est un problème parce que ça ne va même pas. Je vous dis, très souvent, près de la moitié des joueurs n'ont pas accès à leurs primes ou seulement à une partie de leurs primes. Ces primes n'ont pas leur place parce que, au nom de quoi ces primes? Quelle est la performance que ces primes valorisent et récompensent? Est-ce que la performance d'avoir qualifié l'équipe? Mais dans ce cas-là, on prend tous ceux qui ont participé aux éliminatoires, on met une enveloppe et on dit, bon, écoutez, vous avez participé à la phase éliminatoire, l'équipe est qualifiée, et on leur vire des primes. Et maintenant, ceux qui vont participer, comme on ne connaît pas encore les résultats, écoutez, on va dire, écoutez, ce sera sur la base des résultats que vous allez... voilà. Nous, on ne va pas parler. L'État
peut dire, mais l'État n'est pas obligé de dire. Mais la fédération peut dire. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de compétitions déficitaires pour la fédération. L'État finance déjà toute la préparation et déjà même la CAF, la FIFA, en ce qui concerne la Coupe du Monde, finance cela. Et il suffit tout simplement de dire que si nous arrêtons ici, voilà l'enveloppe qui revient à la fédération. Et dans cette enveloppe-là, nous, on vous donne la moitié de l'argent. Et puis bon, maintenant, le joueur sait que le jour... Mais pourquoi il demanderait de l'argent qu'il n'a pas travaillé, comme on dit vulgairement? Mais vous prenez l'argent que vous travaillez. Et je répète que les joueurs professionnels n'ont pas besoin d'être payés. L'argent ne doit pas être mis en avant pour les booster ou bien pour les... Ça ne peut pas. Parce que quand on voit le niveau de rémunération, parfois, moi je vois la prime qu'on donnait n'équivalait même pas à une prime de victoire dans certains clubs. On a connu ça à l'équipe du Cameroun. On avait nos joueurs qui avaient 5 000, 10 000 euros de victoire quand c'est un match de Champions League. On vient leur dire, vous avez 3 millions à l'équipe nationale. Écoutez, bon, vous pouvez dire ça, mais est-ce que c'est un élément qui le motive? Pour lui, c'est le petit déjeuner. Vous comprenez? Pour la plupart de ces joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos joueurs, pour la plupart, n'évoluent pas dans ces les grands championnats, là, mais ils gagnent leur vie. Et nous ne devons pas mettre en avant l'argent. Il faut mettre en avant la patrie, les valeurs communes. Il n'y a pas plus grande motivation que quand vous savez que votre famille est devant la télévision, vos amis de quartier, tout votre quartier, toute la nation vous regarde, tout le monde est derrière vous. Ça, il n'y a pas meilleure motivation. Vous laissez, parce que beaucoup d'entre eux viennent des quartiers populaires et ils sont un exemple. Et ça, il n'y a pas meilleur que ça. Vous lui donnez tout l'argent, c'est à mon sens. Et puis on n'a pas besoin de ça parce que, entre guillemets, ça pourrit l'ambiance, ça pourrit l'équipe. Et pour maintenir tout ça, pour imposer tout ça, vous avez besoin d'une vraie fédération avec des dirigeants cohérents qui mettent en place une politique et qui connaissent bien le football, son fonctionnement. Sortons sur ces questions concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Abdourahmane Amadou, maintenant que la compétition est terminée, quelles leçons devons-nous tirer justement de cette CAN ratée des Lions indomptables du Cameroun? Les mêmes leçons qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Vous comprenez? C'est les mêmes leçons. Il faut qu'on soit organisé. Le football ne s'improvise pas. Pour obtenir des résultats, il faut travailler. Nous étions à la Coupe du Monde 2002. Les Allemands nous disaient qu'ils préparaient les joueurs pour la Coupe du Monde 2010. Ils avaient des gens d'âge. Pour nous, 2010, c'était l'éternité. Parce que chacun veut faire quelque chose tout de suite qui donne le résultat. Ils étaient déjà 2010, 2014. Et pour nous, c'était, quand on nous parlait de Coupe du Monde 2014, vous dites que, mais est-ce que je serais même en vie? Vous comprenez? C'est ça le réflexe. Alors qu'eux, ils travaillent sans se poser ces questions, s'ils seront en vie ou pas, quand ça va fournir des résultats. Et il faut donc organiser notre football, il faut le bâtir. Je vous ai parlé d'une pyramide. Une pyramide, ça se construit. Et on sait comment construire un football. C'est pour ça que je vous dis, nous avons des acteurs de football qui connaissent bien le football. Le Cameroun en Afrique, c'est le seul pays où vous avez autant d'expérience, autant de connaissances dans le domaine du football, dans le domaine de l'administration du football. Vous comprenez? Nous avons tellement de joueurs, d'anciens joueurs, qui ont participé, qui ont pris part à des compétitions de haut niveau. Nous avons tout ce qu'il faut pour construire un football et pour faire de notre football une véritable économie, un secteur économique à part entière. Il faut commencer par le construire. Si nous ne le construisons pas et que nous essayons d'apporter des solutions à des symptômes, vous ne cherchez même pas à connaître la source du mal. Mais écoutez, on a fait le forum national sur le football, nous étions là, les états généraux, ainsi de suite. Mais après, pour quel résultat? Tout ça est dans le tiroir et tout. Donc, écoutez, tant qu'on va continuer comme ça, ça sera le cercle vicieux. Or, il n'y a pas de cercle vicieux qui ne puisse pas être transformé en cercle vertueux. Il suffit de trouver le bon tempo et les bons éléments et nous avons toujours dit, et pour preuve, je vais revenir sur notre combat peut-être un peu, pour vous dire que beaucoup de gens ne savent pas, mais nous sommes les premiers, les acteurs du football camerounais sont les premiers à tenir tête à à la FIFA et à leur confédération. Personne ne l'avait fait avant nous, même en Europe.
encore moins en Amérique latine ou en Asie. Nous avons été en Afrique les seuls, les premiers. Et ça fait 7 ans que nous tenons tête. Nous empêchons la FIFA de prendre en otage notre football. Parce que ce que les gens ne savent pas, la FIFA et la CAF travaillent pour maintenir le football africain en état de sous-développement. Vous comprenez? Parce qu'ils ont intérêt à ce que nos footballs soient dans un état... Parce que le mal vient en même temps de là. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de volonté gouvernementale. Tout au contraire, au Cameroun, on a vu qu'à un moment donné, la FIFA et le gouvernement sont allés ensemble. Oui. Pour, à la fin, pour nous, on voyait que c'était contre les intérêts du football camerounais. Vous comprenez? Donc, la FIFA, les dirigeants de la FIFA, mais quand les dirigeants agissent, je peux dire la FIFA, mais les dirigeants, pour être plus précis, depuis Avalanche, depuis Blatter, et maintenant avec le président Gianni, ils travaillent à maintenir les pays africains dans un état, les footballs africains dans un état de sous-développement. C'est la colonisation. J'aurais pu dire c'est une forme de colonisation, mais c'est la colonisation. Ce n'est pas la colonisation des États, mais c'est la colonisation des fédérations. Pourquoi? Parce que le président de la FIFA a besoin d'électeurs, d'un bétail électoral. Et il n'a pas besoin d'avoir à la tête des fédérations en Afrique des gens qui réfléchissent. Résultat, vous allez voir la plupart des présidents des fédérations africaines. Mais il y en a qui peuvent vous changer d'avis pour un plat de riz. Alors que c'est des gens qui ne sont pas malheureux du tout. Vous comprenez? La plupart, c'est des gens qui ne connaissent pas le football. La plupart sont des gens qui... Et ils maintiennent ces gens-là. Parce que si vous n'êtes pas choisi par la FIFA, qui demande à la CAF, si la CAF ne dit pas que c'est un bon gars, vous ne serez jamais président d'une fédération. Et nous avons dit non à cela. Et ça fait 7 ans que ça dure. Et M. Bombon-Dioya, qui a été choisi par la FIFA et par la CAF, nous avons dit non. Et nous travaillons pour qu'il ne soit plus là. Pour que ce soit les acteurs du football camerounais qui désignent leurs dirigeants. Pour que ces dirigeants-là, en retour, travaillent pour le football. Mais aujourd'hui, demandez à M. Seydou Bombon-Dioya pour qu'il travaille. Pas pour le football, pas pour les acteurs du football. Nous reviendrons, hein, je vous l'ai promis tout à l'heure, sur votre combat au sein de cette fédération camerounaise de football. Mais le temps d'évoquer le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui est supposé avoir lieu en janvier. Et le Cameroun, à travers le ministre des Sports, qui vient de demander ouvertement un report pour juin. Est-ce que c'est la preuve que nous ne sommes toujours pas prêts, Abdourahmane Amadou? Prêts en termes d'infrastructure et bien d'autres, oui. La planification, c'est important, c'est un élément important. C'est valable que ce soit en entreprise, que ce soit dans la gestion d'un pays, la faute dans à qui la cette gestion fois du football. Non, au moment où on a demandé, où on a sollicité, il y a eu une lettre du gouvernement qui allait vers la CAF pour dire que au moment de ce échange de gré à gré, quand on nous a donné cette compétition, il fallait poser ce problème là-bas pour dire que oui, nous voudrions bien, mais il y a cet aspect et peut-être que... Mais je comprends que c'était difficile parce que nous disions que nous étions capables d'organiser une CAN majeure en 2019, donc on ne pouvait pas en même temps dire que... Mais on aurait pu négocier ça parce qu'aujourd'hui, c'est au grand jour. Si nous demandons un décalage, ça veut dire qu'en réalité, nous donnons raison à M. Hamad, hélas, alors que M. Hamad, c'est quelqu'un qui a manipulé tout un pays, qui a fait du mal à notre pays, mais qui, aujourd'hui, voilà, peut passer pour un héros. Parce que justement, oui, on n'avait pas... Il fallait négocier les conditions de ce report en même temps qu'on négociait... parce que, selon toute vraisemblance, personne ne voulait de ce CHAN. Parce que la procédure, c'est quoi? Si on retire un pays, on remet en jeu, même si c'est pour la forme, et puis il y a des candidatures, et après... Donc, maintenant, on a peut-être dû... Le président de la CAF a dû peut-être invoquer le cas de force majeure, le temps et tout, pour le faire, mais on aurait pu négocier pour éviter de se retrouver. Je trouve que ce n'est pas cohérent du tout, surtout par rapport à nos discours. Quand on nous a retiré la CAN, on disait qu'on allait être prêt. On était capable de l'organiser. Mais là, c'est le CHAN, donc c'est une compétition mineure
et dans la hiérarchie de compétition de la CAF. Et si nous ne pouvons pas, et je pense que... Bon, écoutez, attendons la réponse... La réponse de la CAF. De la CAF, et puis avisons. Peut-être que s'ils acceptent, ce serait peut-être une forme de répétition. Donc justement, pour cette CAN, ça peut peut-être mettre tout le monde au travail, parce qu'on pense que 2021, c'est loin, alors que c'est déjà là. Parlons justement de 2021. Comment entrevoyez-vous 2021 en termes d'organisation, en termes de participation même de notre équipe nationale qui, en ce moment, se trouve un peu au creux de la vague? Comment entrevoyez-vous 2021 justement avec un nouvel entraîneur? Certainement. Vous penchez pourquoi un entraîneur local, le nôtre expatrié, des noms circulent depuis quelque temps, des noms de Camerounais et bien d'autres qui peuvent bien tenir l'équipe nationale du Cameroun. Que vous penchez pourquoi Abdourahmane, un expatrié une fois de plus, ou bien un entraîneur? Vous m'avez d'abord demandé comment j'entrevois. Comment vous entrevoyez parce que justement, les gens, si on n'a pas une fédération, ça sera, c'est le mot-clé de la soirée, si vous voulez. On ira à cette compétition pour se retrouver dans la catastrophe, parce qu'il faut préparer une équipe, il faut pouvoir mettre en place les conditions pour gagner. Vous imaginez le Cameroun sortir de sa CAN en 8e, comme ça s'est passé en Égypte? Pour nous, ce serait quelque chose qui serait difficile à vivre. Vous comprenez? Même en quart de finale, même en demi-finale, même en finale. Normalement, il faut remporter. Si le Cameroun organise sa CAN, c'est pour la garder. Vous comprenez? Et pour ça, les gens pensent qu'il suffit de payer les primes, il suffit de dire qu'il y a un entraîneur qu'on recrute, à qui on donne 1 milliard et qui peut venir faire l'équipe. Non, les Camerounais qui sont là, les Camerounais connaissent le football. Nous connaissons, moi je suis entouré, je vois les acteurs tous les jours qui connaissent le football. Personne ne nous écoute parce qu'on pense que le Camerounais ne vaut rien. Nous sommes arrivés à un niveau où nous pensons que nous ne valons rien et que nous allons chercher les expertises. C'est pour ça que j'aime rappeler que nous sommes, les acteurs du football camerounais, sont les seuls à avoir tenu tête au gouvernement mondial du football, avec tout ce qui est mis en place, avec le tribunal arbitral du sport, un peu même, je dis, le tribunal fédéral suisse, qui a été obligé de prendre une décision qui ne l'honore pas. Nous avons obligé certaines institutions qui sont des institutions gravées dans du marbre à poser des actes. Le TAS, nous avons obligé le TAS à faire des choses qui ne l'honorent pas. Nous avons obligé la FIFA à violer ouvertement ses propres textes. Vous comprenez? D'une manière, à plusieurs reprises. Vous comprenez? Au Cameroun, vous avez des gens qui connaissent le football. Et donc, je pense que si sur le plan de la gestion administrative, de la gouvernance du football, de son organisation, si vous avez cette qualité-là, dites-moi pourquoi vous ne pourriez pas avoir, sur le plan technique, des Camerounais capables de mener notre équipe nationale, Fagnon. Non, je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas possible. Permettez. Mais vous avez posé la question. Moi, je vous dis, vraiment, il y a des Camerounais qui sont capables de prendre en charge cette équipe et de donner des résultats incroyables. Mais je vous ai dit, le problème, ce n'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est l'environnement. C'est tout ce qu'il y a. C'est une fédération qui porte l'équipe nationale. Ce n'est pas un entraîneur qui vient là, qui erre comme une âme en peine. Zidorf, c'est quelqu'un qui a un nom. Mais il est venu au Cameroun. Mais bon, c'est vrai que... Sauf qu'il n'a pas de grand fait d'armes en tant qu'entraîneur. Il n'en avait pas, mais Clémente en avait. Vous comprenez? Vous comprenez? Arthur Georges en avait. Moi, je me souviens, on avait parlé un jour avec Arthur Georges, il m'a dit non, s'il y a un pays en Afrique qui peut remporter une Coupe du Monde, c'est vous. Parce que c'est incroyable ce que je vois. Il était tremblé comme ça parce que tous les joueurs qu'il voyait, qu'il essayait, on faisait des regroupements, il dit, mais je peux faire une équipe du Cameroun avec ça. Mais écoutez, donc c'est notre organisation, nous devons avoir une fédération solide. Et pour avoir une fédération solide, il faut laisser les acteurs s'organiser. L'État doit être là pour réglementer, pour veiller à ce que la loi soit respectée, les règlements, l'éthique, ainsi de suite, que le nom du Cameroun ne soit pas ceci. Mais nous sommes tous les fils du Cameroun. Mais si à l'intérieur, parmi les acteurs, on s'acharne à prendre des médiocres pour les mettre en avant,
Il y a une promotion de la médiocrité. Nous connaissons, les acteurs du football. Chacun sait qui est qui. Il y a une hiérarchie. Quand vous mettez des chaises comme ça, comme avant, dans le canon de Yaoundé, hein, on vous dit, l'entraîneur, il venait, il mettait les 11 maillots, et chacun venait se lever. Et qui pouvait prendre le 14 de Abega? Mais ça va rester là, même s'il n'est pas là. S'il ne dit pas, même s'il dit à quelqu'un, prends, la personne va d'abord prier avant de... Oui, parce que... Et c'est ça, nous connaissons. Il y a une hiérarchie. Chacun et si on se connaît, si on met des chaises, chacun sait sur quelle chaise qui peut s'asseoir. Vous comprenez? Et nous, on prend des gens médiocres qui ne sont même pas en vue et qui ne sont même pas classés. Et pour les mettre, pour nous diriger, vous prenez des gens que nous, on peut enseigner, à qui on peut enseigner le football, et vous, Maître Pierre-Venu, connaissait rien au football avec son comité de normalisation. Ils nous ont dirigé. Une forme d'humiliation, on a accepté. On les a regardés. C'est nous qui leur disions que non, c'est 1 + 1 = 2. C'est ceci, c'est cela. Mais on a supporté en se disant que bon, c'est notre faute. Il fallait passer par cette humiliation. Il est parti. Mais on nous garde, M. Saïdou. Mais avant, il y avait M. Tombi. Mais on reparlera. Mais je voudrais qu'on reste, j'insiste là, sur cette question Abdourahmane, parce que c'est des questions justement de téléspectateurs que je voudrais voir. Voilà. Vraiment, je crois que nous pouvons le faire. Et mieux... Thomas Libi, Patrick Mboma, des noms comme ça qui circulent. Ce sont des Camerounais. Et les noms que vous avez cités, je pense que c'est des Camerounais qui sont capables, les 2 noms que vous avez. Si vous avancez les noms, je ne vais pas vous dire... Il y en a plusieurs d'ailleurs. Voilà, mais je vous dis, nous avons des Camerounais capables de prendre en charge... Lesquels, par exemple? Vous pouvez les citer? Non. Écoutez, permettez-moi. Il n'y a pas 1 ou 2 ou 3 Camerounais. Mais maintenant, au-delà de tout cela, aujourd'hui, pourquoi on se pose cette question? C'est parce qu'il n'y a pas une politique technique nationale. La fédération a oublié que le cœur de son activité, c'est le football. Où va le budget de la fédération? Ailleurs que dans le football, je vais vous dire, mais nous pouvons faire en sorte que nous n'allions jamais, au grand jamais, chercher un entraîneur à l'extérieur. Il faut mettre une politique sur 4 ans en place. Il faut choisir les meilleurs. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons le plus grand nombre d'anciens joueurs qui ont connu la compétition de haut niveau chez nous. Il n'y a pas un pays qui a ce niveau-là. Les joueurs qui sont allés à des Coupes du Monde, des joueurs qui ont joué en compétition continentale pendant des années et qui ont joué au haut niveau avec l'équipe nationale et qui sont là au Cameroun. Donc, vous pouvez... il y a de quoi organiser un football. Et un football camerounais. Et ça rejoint un peu un débat. Vous permettez, hein, parce que je me dis 1h30, peut-être parfois on peut se permettre. Je vais vous dire la vision qu'on a de ce football. Parce que c'est football local où les valeurs à l'extérieur et tout. Le président actuel de la CAF, à un moment donné, quand je pensais qu'il pouvait apporter certains changements, moi je lui avais fait une note très complète. Et je pense qu'il a partagé avec certains de ses collaborateurs parce qu'on en a parlé par la suite. Je lui ai dit, c'était après la Coupe du Monde 2018. Je lui ai dit, Président, si nous continuons comme ça, nous tous, nous allons mourir. Aucune équipe africaine ne va, même dans 100 ans. Donc, peut-être nos petits-enfants même ne verront pas une victoire d'un pays africain en Coupe du Monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, écoutez, changeons de philosophie, changeons d'ADN, changeons de matrice. Aujourd'hui, l'organisation du football est de manière... Il y a une organisation universelle qui a été définie par la FIFA, par les pays européens, et on rentre là-dedans. Je lui ai dit non. Il y a des gens qui ont défini des normes, et nous venons, on rentre là-dedans, et on ne pourra jamais les gagner là-dessus, les battre là-dessus. Non. Il y a des choses en dehors des lois du jeu. En dehors des lois du jeu qui sont inscrites dans du marbre, vous pouvez remettre en cause presque tout dans le fonctionnement du football, sa gouvernance, son organisation. Il y a des dogmes, je leur ai dit, il y a des dogmes, entre guillemets, que nous pouvons remettre en cause. Ce n'est pas parce que c'est la FIFA, nous devons adapter l'organisation du football aux réalités
de notre continent, aux réalités des Africains. Le jour où on fera ça, on sera très fort, j'ai dit. Et j'ai développé, je n'ai pas le temps de développer tout ça ici. J'expliquais comment est-ce qu'on pouvait... Mais c'était là la clé. La clé, on ne va pas peut-être entrer dans tous ces détails, mais tant qu'on va continuer comme ça, en allant sur une base définie par les autres, pour les autres, en espérant que nous allons triompher face à eux, nous devons prendre en considération nos spécificités. Écoutez, et c'est la même chose pour les entraîneurs. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un Camerounais qui peut comprendre le football camerounais et qui peut comprendre les joueurs camerounais. Et pour qu'un entraîneur camerounais puisse faire quelque chose, il faut définir ce que c'est, ce que peut être le football camerounais. J'ai parlé de football africain. On peut parler du football africain, mais il y a des footballs africains. Et je pense que au Cameroun, on peut inventer notre propre football. Et peut-être même que ce football-là, demain, peut être... ce modèle-là peut être copié même par des pays qu'on n'imagine même pas. Peut-être qu'on peut, à partir du Cameroun, réinventer tout simplement le football dans l'approche que tout le monde a aujourd'hui, malheureusement. Et il faut commencer par faire confiance à nos capacités, à nos propres capacités. Et si nous ne le faisons pas, écoutez, nous allons... l'entraîneur que vous mettez là, il sait que les mamans, les papas, les grands-pères, ce qu'ils attendent, il sait ce qui se passe au village quand il est assis sur le banc. Et il ne peut pas s'amuser, mais monsieur Sidor, il ne sait rien. Il ne connaît même pas trois Camerounais. C'est les gens qui sont autour de lui. Je ne sais même pas s'il a passé une semaine ici. Il ne connaît pas le Cameroun. Le Cameroun, pour lui, c'est sur du papier. Il vient, il connaît Simalène, il vient à l'hôtel Hilton, il va au ministère, peut-être à la fédération. Le Cameroun se résume à ça et à ses interlocuteurs qui lui parlent affaires. Vous comprenez? Non. Il faut faire un football camerounais avec des Camerounais. Et moi, je pense que nous avons des capacités. Un jour, si nous travaillons bien, dans 4 ans, peut-être 8, pour ne pas être irrationnel, 8 ans, au bout de 8 ans, nous pouvons gagner une Coupe du Monde. Ça, moi, je suis formel là-dessus. Tout à fait. Abdourahmane, vous nous avez suffisamment dit au cours de cette émission ce que vous pensez de la nouvelle fédération camerounaise de football, mais je vous posais cette question. Qu'est-ce que l'éternel recommencement à la FECAFOOT nous a finalement apporté? Est-ce que, honnêtement, les guerres à la FECAFOOT ne nous ont pas finalement fait reculer de 20 ans en arrière? Oui, mais qu'est-ce que vous faites quand il y a des problèmes? Vous essayez de les résoudre ou bien vous dites que bon, c'est mieux de laisser les problèmes comme ça parce que si j'essaie de les résoudre, je risque encore de créer d'autres problèmes. Et je préfère, non. Les guerres sont entretenues. Le ministre des Sports, je suis désolé, il est arrivé, on s'est dit, voilà, un nouveau ministre des Sports qui est arrivé, va rester en dehors, mais il est intervenu dans le cadre d'une procédure au tribunal. Quand vous voyez comment la CCA, j'ai eu honte devant les Suisses, devant les Européens, ils se disent, mais ces Africains, parfois, on pleure. Parce que quand vous voyez ce que la CCA a rendu comme décision, mais c'est du charlatanisme. Mais un pays, c'est impossible que ça existe dans un autre pays. Pourquoi notre pays est devenu comme ça? Un tribunal qui est censé être la plus haute juridiction au Cameroun, ils sont même arrivés jusqu'à changer même leur décision. Ils nous ont notifié une décision. Après, ils sont allés faire ami-ami avec la FECAFOOT. Ils ont changé de décision. Maintenant, ils n'arrivent même plus à donner la décision qu'ils ont changée alors que leur avocat a déjà produit des écritures. Vous comprenez? Mais la CCA, je vous prends l'exemple. Une juridiction comme la CCA, présidée par quand même un membre éminent, on peut dire, même comme au Cameroun, il y a toujours des guillemets qu'il faut mettre. Le professeur Bipoumou. Mais écoutez, il rend une décision, il se trompe sur la nature même de la décision. Une question de recevabilité ou de d'irrecevabilité devient une question de compétence ou d'incompétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et moi je vous envoie, je vous dis, oh, je vous ai envoyé de l'eau, 10 litres d'eau chez vous, vous arrivez chez vous, vous ouvrez, vous trouvez que c'est du pétrole. Dites, mais vous êtes trompé, ce n'est pas de l'eau que vous m'avez envoyé. Si vous travaillez à la C2E, vous me dites que vous m'avez envoyé de l'eau, comment est-ce que vous avez pu vous tromper? Parce que vous n'êtes pas une station-service. Si vous m'envoyez vous vous êtes trompé, ok, mais ce n'est même pas 10 litres.
c'est 6 litres. Ils se sont trompés sur la nature, sur la quantité, ils se sont ratés sur tout. Ils ont produit une décision honteuse qui a sali notre pays. Vous comprenez? Et tout ça pour sauver des gens, pour maintenir des gens à la tête de la fédération. Les gens se sont impliqués. Maintenant, nous sommes devant une juridiction internationale. Moi, je ne dis pas qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Mais les gens devraient prendre de la hauteur. Surtout quand on voit les références que des gens revendiquent, les références académiques. Dans un pays, chacun doit être à sa place. Si nous ne construisons pas un pays où chacun peut être à sa place, mais écoutez, ça sera très compliqué. Chacun a son utilité à son niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tout faire. Le cireur de chaussures, non, permettez-moi parce que c'est important. Le cireur de chaussures, parce que le premier jour, le jour où vous allez dire que le gars qui conduit la moto, ben, c'est un gars, voilà, c'est rien. Le jour où vous allez sortir, il n'y a plus de moto, je pense que ça va poser un gros problème à la société. Vous comprenez? Donc il faut laisser chacun. Il y a des agrégés qui doivent être là où ils sont. Il y a des, je sais pas, des politiciens qui doivent être là où ils sont. Il y a des chercheurs qui doivent être là où ils sont, des enseignants, ainsi de suite. Il y a des gens, chacun, c'est la société. Parce qu'une société, c'est un tout. Si on ne valorise pas tout, si on ne laisse pas chacun à sa place, là où il peut mieux faire, où il peut mieux apporter à la société, vous créez une société injuste, créez une société déséquilibrée et on va tomber dans des problèmes sans fin, comme c'est le cas concernant le football. Parce qu'on a toujours voulu choisir des gens qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas, soit pour des raisons ethniques, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de naissance. Parce que parfois on dit non, on préfère le fils à papa. Vous comprenez? Vous n'êtes rien. Votre père n'a pas été quelqu'un dans cette république. Vous comprenez? C'est le fils de tel. Non. Écoutez, on doit juger des gens à leurs compétences. Et je dis, et c'est dommage, et c'est ça aujourd'hui, le mal de notre football prend ses bases à ce niveau-là. Et je vous repose ma question peut-être autrement, Abdourahmane. Qu'est-ce que vos nombreux recours au tribunal arbitral du sport contre la FECAFOOT et autres juridictions ont déjà produit jusqu'ici? Ça a changé la figure du football mondial. Les historiens vont l'écrire, même ici au Cameroun. Il y aura un moment quand il y aura un environnement où on pourra reconnaître, où on pourra valoriser des Camerounais, où le fait d'être Camerounais voudrait peut-être dire quelque chose, eh bien, on va reconnaître. Nous avons changé la face du monde du football. Nous avons changé la manière de faire les choses à la FIFA, au tribunal arbitral du sport, à la CAF. Ce n'est plus pareil. Le tribunal arbitral du sport, qui vous a plusieurs fois débouté par rapport à vos nous avons aussi gagné. Face à la Fédération camerounaise de football. Nous avons aussi gagné. Un jour, je vais écrire peut-être un livre, un ouvrage, peut-être beaucoup plus scientifique parce que qui sera adressé à ceux qui sont dans le football d'abord et peut-être à ceux aussi qui aiment le football, qui sont des amateurs du football, pour expliquer un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais je vous ai dit tout à l'heure que nous avons obligé tous ces gens à se remettre en cause parce qu'ils ont mis en place un système et nous leur avons montré les limites de ce système. Ils étaient obligés de renier leurs propres valeurs. Et ils étaient obligés de... Il y a plusieurs sentences concernant le football camerounais que le TAS ne pourra jamais publier. Ils ne pourront jamais... Vous ne verrez pas ça dans les jurisprudences du TAS. Pourtant, nous avons une quinzaine de sentences. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas dit le droit. Sauf que celles qu'on reconnaît justement sur la place publique, celles qui sont souvent relayées par la presse, ce sont celles, justement, ces sentences qui font état de ce que vous avez été débouté une fois de plus par le tribunal arbitral du sport ou bien autres juridictions internationales. Pas seulement. Par rapport à vos plaintes déposées à la FECAFOOT. Non. Nous avons gagné, quand le procès on a été là, nous avons annulé 2 fois les statuts, les travaux des assemblées générales. Monsieur Tombier est parti parce que nous avons gagné au TAS. On a recommencer. Si aujourd'hui nous sommes encore là, c'est parce que nous avons gagné des procédures. Sinon, on n'en serait pas là. Ça fait quand même... Et je vous dis pourquoi est-ce qu'au Cameroun, ça perdure? Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé les moyens de l'État pour nous combattre, alors que nous voulions le bien de ce football.
je ne vais pas entrer dans certains détails ici. On avait parce vous que moi, je demandé ne vais parfois, pas... Abdourahmane, pourquoi Voilà. est-ce que vous vous acharnez tant? Je ne Pourquoi est-ce que m'acharne vous pas. vous battez C'est nos droits. à ce point? Ce sont nos droits. Si vous me privez, je vais répéter ce que j'ai répété depuis des années. Si vous nous privez de nos droits, et comme vous parlez de moi, si vous me privez de mes droits, vous serez obligé de me tuer. Sinon, je ne vous laisse pas. Sinon, mais je ne me soumets jamais à l'arbitraire. Si vous me gagnez à la régulière, si vous prenez une décision qui a un sens, même si cette décision produit des effets à mon encontre, j'accepte. Mais si vous me soumettez à l'arbitraire, je ne me soumettrai jamais. Et ça, on m'a toujours appris, hein, depuis l'enfance. Hein. Si vous vous soumettez à l'arbitraire, vous devenez un esclave. Mes parents, mes grands-parents n'ont pas été esclaves. Donc, pourquoi est-ce que je vais être esclave? Il faut savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour léguer des valeurs, des choses aux générations qui viennent. Et moi, je sais ce que c'est le football camerounais. Je connais son potentiel. Et je vois, si vous voulez, cette forme de pieuvre, cette mafia qui est autour de ce football. Nous sommes plusieurs acteurs à le voir et à le dénoncer et à demander que ça change. Et vous pensez que moi, je vais m'impliquer dans des compromissions parce qu'on m'aura proposé de l'argent, parce qu'on m'aura proposé des postes, parce que... Non, jamais, parce que je vais vous dire... Avec les autres, on a toujours dit, mais nous n'allons jamais sacrifier l'avenir des millions des enfants. Parce qu'il ne s'agit pas des enfants même qui sont là, qui sont vivants. Il s'agit des enfants qui, peut-être ce soir, vont naître dans les maternités de notre pays et qui vont s'intéresser au football de quelque manière que ce soit, même en tant que spectateurs déjà. Mais aussi qui voudront en faire leur métier. Mais ceux qui vont naître demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 10 ans. Non. Moi, je n'aurai pas ça sur la conscience. Quel que soit ce que vous proposez, si vos propositions ne prennent pas en compte les intérêts supérieurs de notre football, je vous dis non. L'argent, on vient souvent avec l'argent en premier. Je dis non, l'argent c'est en dernier. On règle beaucoup d'autres choses d'abord avant. Maintenant, on pourrait parler de l'argent s'il faut dédommager ou pas, mais c'est le dernier point. Mais tout le monde veut commencer par l'argent et le seul point à l'ordre du jour, c'est l'argent, les postes. Non, mais maintenant, si, voilà, parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne prenons pas des gourdins, nous n'allons pas bloquer des gens, nous saisissons les juridictions et c'est prévu dans les statuts, dans la loi, c'est prévu dans les statuts de la FECAFOOT, c'est prévu dans la réglementation et nous utilisons les voies de recours qui sont permises et on ne fait rien d'autre. Donc je ne vois pas en quoi on perturberait. Tout au contraire, ce sont ces gens qui ne se corrigent pas, qui répètent toujours la même chose. Ce sont eux le problème. Ce n'est pas nous le problème. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé Voilà. à un moment donné de penser que justement en y allant, en attaquant chaque fois, on fait justement perdurer ces problèmes du football camerounais? Quand vous disiez vous, tout à l'heure, vous, il s'agit de vous et qui? Des questions se posent Mais également nous sommes nombreux. autour de ça et on se demande où est-ce que vous trouvez de l'argent? Ça, c'est pour une tous question ces récurrente. recours? Vous avez déjà Pas de cette 10 000 réponse. euros de francs CFA, Écoutez, de 10 000 euros, pardon, au moins pour déposer un dossier auprès du tribunal non, arbitral du sport. le dernier Et dossier bien d'autres, a où est-ce que vous coûté, trouvez de l'argent le pour le dernier faire? dossier a coûté 21 millions et ce n'est pas fini. Peut-être avec les audiences, on sera à 25, 26 millions. Où est-ce que vous trouvez de l'argent pour tout ça? J'ai déjà répondu à ça et je pense que pour ceux qui ont regardé, qui m'ont déjà suivi, ça risque d'être redondant. Allez-y. Moi, je pense que non, ce sont les acteurs. Aujourd'hui, qui sont les acteurs qui sont devant le TAS? Mais c'est l'association des clubs amateurs de football amateur du Cameroun. La CEFAC. La CEFAC. Et la CEFAC, ce n'est pas Abdourahmane. Abdourahmane dirige un seul club, Étoile Filante de Garoua, parmi la centaine de clubs. Et des membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009 qui étaient à cette fameuse assemblée du 10 octobre 2018. Donc, vous voyez, vous avez plus d'une centaine de personnes qui sont devant le tribunal, on voit que c'est Abdourahmane. Avant, c'était Étoile Filante de Garoua. Tout ce qui s'était passé, on a commencé. Mais au fil du temps, beaucoup d'acteurs sont venus parce qu'il y en avait qui manquaient de courage. Il y en avait parce qu'on me disait que non, écoutez, on va vous assassiner, on va vous emprisonner, on va vous... Eh bien, je dis, si on doit m'emprisonner ou m'assassiner parce que je demande que la loi du Cameroun soit respectée, ou bien que la réglementation soit, parce qu'on va tous finir par mourir un jour. Tout est dangereux. Vous pouvez boire dans certaines circonstances un verre d'eau et ça vous tue. Et donc, moi... Je dis, c'est pas ça. L'argent, nous cotisons, nous faisons des cotisations. J'ai déjà répondu à ça. Oui. Et ce n'est pas mon argent, ce n'est pas Abdourahmane seul. Donc,
Il y a des acteurs, nous sommes nombreux. Là, une centaine de personnes. Vous pensez que 100 personnes ne peuvent pas cotiser 26 millions? Sans structure, parmi ces personnes, vous avez une centaine de clubs et vous avez des personnes. Parmi nous, nous avons des gens qui ont des moyens. Une seule personne même peut payer ça. Mais c'est important que quelqu'un donne 50 000, quelqu'un d'autre peut donner 2 millions. Il y a des gens qui ont donné plus. Mais écoutez, chacun donne ce qu'il peut. Et ça symbolise quelque chose. Ça veut dire que c'est l'adhésion à la cause qui est là. Et il faut que le gouvernement, il faut que le ministre des Sports comprenne que c'est irréversible, ce mouvement. Et que ce n'est pas une affaire d'individu. On va nous mettre un Saïdou, ou je ne sais pas, un autre fils à papa, ou je ne sais pas, quelqu'un qu'on aura fabriqué, je ne sais où. Mais dans 10 ans, nous serons encore là. C'est à eux de renoncer. Le ministre des Sports doit être le ministre des Sports. Il a ses prérogatives légales et il doit les exercer, pas en allant au-delà. Il ne doit pas interférer dans le fonctionnement de la FECAFOOT. Chacun doit être à sa place, je l'ai dit tout à l'heure. Si chacun n'est pas à sa place, ben, écoutez, après, on peut avoir une catastrophe tout simplement parce que le magasinier qui doit venir ouvrir le magasin le matin, il n'est pas venu, ou bien il est... Écoutez, ça peut tuer toute une entreprise. Vous comprenez? Oui. Donc, chacun doit être à sa place, doit faire son job, et rien que son job dans le strict respect de la légalité et de la réglementation en vigueur. Je vais vous permettre, Abdourahmane, de commenter une décision du comité d'éthique qui a suspendu, j'aurais dû vous poser cette question à l'entrée dans des questions liées à l'actualité, qui a suspendu à vie Tombi Yaroko Sidiki, l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, de toute activité liée au football. Qu'est-ce que ça vous suggère comme commentaire? D'abord, moi, j'ai une déformation. Les inexactitudes, je ne les supporte pas. M. Tombi n'a jamais été président de la FECAFOOT. Parce que son élection a été annulée. Et l'annulation, fondamentalement, a un effet rétroactif. Quand vous dites que ça a été annulé, ça veut dire que ça n'a jamais existé. Je n'ai rien contre M. Tombi. Et je pense qu'il s'est trompé. Après son départ de la fédération, il a fait des erreurs de jugement. Et malheureusement, mais c'est un acteur majeur de notre football. Et puis je pense que, voilà, même s'il faut juger des gens, il ne faut pas que ça ait l'air d'une chasse aux sorcières, d'un règlement de compte, de ceci ou de cela. Monsieur Tombi doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes dans des conditions prévues par la réglementation. On doit respecter ses droits. Et on ne doit pas trouver que cette décision est un peu exagérée. Non, pas exagérée. Elle n'a pas respecté la procédure, à mon sens, n'a pas respecté le droit. Et je pense que, normalement, ce n'est pas compliqué pour un bon avocat de casser cette décision. Moi, je vous donne un exemple. Nous avons porté plainte contre M. Tombi au pénal en 2015 et c'est en 2019 que le juge nous appelle. Nous, on a dit au juge que nous ne sommes plus là. Nous ne poursuivons plus M. Tombi. Et nous avons demandé à notre avocat d'écrire à ce juge qui a gardé le dossier pendant 5 ans. On a dit non. Nous, on a poursuivi M. Tombi parce que M. Tombi, à notre sens, occupait des fonctions qu'il ne devait pas occuper, qu'il n'avait pas le droit. Il engageait la fédération alors qu'il n'en avait pas le pouvoir sur le plan légal. Et c'est pour ça que nous avions... Pour nous, c'était un moyen de dire, écoutez, vous n'êtes pas... Mais maintenant, M. Tombi n'est plus là. Nous n'avons pas... Si le ministère public ou quelque chose comme ça, et c'est pour vous dire, on ne doit pas utiliser la justice, le droit, pour régler des comptes. On doit utiliser la justice pour faire avancer les causes nobles, pour faire avancer la société, pour faire avancer dans le cadre du football, pour faire avancer notre discipline, mais pas pour régler les comptes à M. Tombi. M. Tombi doit être traité comme n'importe quel acteur majeur de notre football et on doit lui donner la possibilité de se défendre par rapport aux accusations qui sont portées contre lui. Un mot sur les 2 comités de normalisation, celui d'abord dirigé par le professeur Ona et après par Maître Dieudonné Api. Catastrophique, mais j'ajouterai un deuxième mot, la honte. Voilà, catastrophique et la honte. Parce que si des gens de droit qui peuvent arriver à ce genre de choses, j'ai beaucoup de respect pour le professeur. Vous êtes pourtant battu et pour qu'on arrive au premier comité de normalisation en 2013. Je n'ai jamais demandé de comité de normalisation. Nous avions anticipé, mais
quand c'était arrivé, nous pensions que la FIFA était sincère, alors que nous ne connaissions pas le fonctionnement du football au niveau mondial. Moi, je connaissais le fonctionnement de ce football, mais il y avait une part que j'ignorais. Il y avait des choses que je ne connaissais pas. C'est par la suite qu'on a découvert ce que c'est la FIFA. Et quand on a vu les manœuvres, comment ils ont manœuvré, c'est vraiment impressionnant. Et heureusement que nous avons su toucher là où il fallait toucher, tout simplement à chaque fois pour enrayer cette machine. Vous savez, la FIFA est plus puissante que l'ONU, on vous dit. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers, les acteurs camerounais du football camerounais sont fiers d'avoir tenu tête à la FIFA. Et ils n'ont rien pu nous faire. Parce que, voilà, c'est la FIFA. Ils auraient pu nous attaquer en disant que les acteurs, tout au contraire, à un moment donné, même le président Blatter a essayé de passer par certaines autorités gouvernementales pour dire, écoutez, parlez à vos acteurs, parce que là, c'est l'image de la FIFA. Si toutes les autres fédérations nous font comme ça, la FIFA n'aura plus d'autorité. On leur dit, non, laissez notre football. Si vous laissez notre football, nous, on ne va plus vous... Bon, voilà, là au Mali, ils ont eu des problèmes. En Côte d'Ivoire, ils ont eu des problèmes. La référence, c'est nous, dans ces pays-là. Donc nous sommes, à chaque fois, moi je suis interviewé par des radios maliennes, ivoiriennes, ainsi de suite, sur des questions de football liées à la FIFA. La FIFA a voulu s'ingérer dans les affaires de la fédération ivoirienne, la FIF, la fédération ivoirienne de football, mais la réponse qu'ils ont eue, et c'était signé Cameroun, fédération camerounaise, acteur du football camerounais, parce que nous l'avions fait avant. C'est pour ça qu'ils ont eu le courage et la capacité de le faire. Et donc, voilà, nous avions soutenu cette normalisation, mais par la suite, c'était une catastrophe. Et puis, on est allé de catastrophe en catastrophe. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans. L'espoir, c'est que ces 7 ans ne soient pas totalement perdus. Qu'au bout, jaillisse quelque chose qui va germer et qui va éclore, qui va toucher toute l'Afrique. Je vous ai dit déjà, nous avons changé la gouvernance, l'approche de la gouvernance. Parce que nous avons eu des incidents avec le président de la FIFA directement dans le cadre des procédures, la secrétaire générale de la FIFA. Nous avons eu des choses incroyables. Et ils n'ont rien pu faire contre nous parce que nous avions raison. Vous comprenez? Donc, et je pense que l'approche, même le tribunal arbitral du sport aujourd'hui, n'est plus cet instrument de domination qui était entre les mains de la FIFA. Aujourd'hui, ils ont changé, là, à la fin de l'année 2018, certaines procédures. Chez eux, même au niveau de la désignation des arbitres, il y a des choses qui... voilà, ça change quand même. Et nous sommes convaincus que nous avons été à l'origine de beaucoup de choses. Nous avons été à l'origine des départs de plusieurs employés de la FIFA, des cadres de très haut niveau. Et au TAS, pareil, à cause de nous, si vous voulez, entre guillemets, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont partis de là, qui ont perdu leur boulot. Et Abdourahmane, je vais vous permettre, vraiment, en un mot, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je crois qu'on a encore 5 minutes. Seulement, ça va vite, excusez-moi. Et je vais vous permettre de répondre à quelques questions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ils nous ont écrit sur la page Facebook de cette émission. On va prendre la question d'abord de Toukap Nguena Martial qui nous regarde et qui nous dit, et qui vous pose la question, tout se passe comme si, sans Abdourahmane, président de la Fédération camerounaise de football, personne d'autre. Je n'ai pas besoin d'être président de la fédération. Ils ne connaissent pas mes ambitions. Moi, être président, si les circonstances l'exigent, j'ai encore déjà répondu à ça. Mais ce n'est pas une position personnelle. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent occuper ce poste. Mais laisser les acteurs, ce n'est pas ce que moi je dis. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. On doit laisser les acteurs désignés. Nous devons avoir un processus électoral viable, transparent. On ne doit pas nous imposer quelqu'un comme on vient de nous imposer M. Saïdou, que personne ne connaît. Une autre question rapidement, de Serge Bivondo, qui nous dit, qui nous pose la question, de savoir qu'est-ce que vous pensez de la titularisation d'un entraîneur national de football au sein de l'équipe Fagnon des Lions Indomptables. En d'autres termes, est-ce qu'il faut toujours aller chercher les sorciers blancs pour entraîner l'équipe nationale? J'ai dit non, j'ai déjà répondu à ça. Il faut faire le football camerounais avec des Camerounais, voilà, à tous les niveaux. Tout à fait. Une autre question, Patrick Boumafere est-il un bon entraîneur des Lions Indomptables seniors et pourquoi? C'est une question de Florent. Je pense qu'il a des capacités. C'est quelqu'un que je connais en tant que joueur. J'ai cheminé avec lui une partie de sa carrière et après,
Non, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a des compétences. Et aujourd'hui, quand on suit ses analyses, les gens pensent que, voilà, il faut... Quand quelqu'un connaît le football, il connaît le football. Si vous le mettez dans un environnement viable, Monsieur Mouma, il va faire ce que peut-être, je ne sais pas, Guardiola aurait fait ou je ne sais pas qui. Mais maintenant, je répète, c'est l'environnement. Même si c'est avec l'environnement actuel, quel que soit l'entraîneur que vous mettez, pardon, pour ne pas être grossier, et on va toujours aller d'échec en échec. Parfois, on va gagner, mais cela va relever du miracle, comme en 2017. Une autre question d'Albert Njomeni, un autre téléspectateur. Quel souvenir gardez-vous du Privé Club à Garoua? Oui, c'était un établissement culturel. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé dans la coopération française et dans le domaine culturel. Et à un moment donné de ma vie, ça remonte à plusieurs dizaines d'années maintenant. Oui, j'avais mis en place un établissement culturel où beaucoup d'artistes camerounais sont passés, beaucoup de chansonniers, beaucoup d'acteurs de théâtre, des humoristes. Eux tous sont passés par là à Garoua, ce qui ne s'était pas vu. Et pour moi, c'était quelque chose que j'avais fait par amour de la culture. Ce n'était pas pour gagner de l'argent. Mais vraiment, presque tout le monde est passé là-bas. Une autre question de Edison Chapchet, qui pose la même question d'ailleurs que Francis Klein. Et j'ai d'ailleurs beaucoup évité de vous poser cette question au cours de cette émission, mais elle revient beaucoup sur notre page. Que pensez-vous justement de Samuel Eto'o, de la présence de Samuel Eto'o fils, très proche de la tanière des Lions indomptables du Cameroun pendant cette Coupe d'Afrique qui vient de s'achever? Écoutez, Samuel Eto'o, c'est un acteur majeur de notre football. Mais maintenant, sa présence, en principe, ne devrait que bonifier l'environnement des Lions indomptables. Bon, maintenant, est-ce que c'est le cas? Bon, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vu la carrure qu'il a eue, c'est quelqu'un que je connais bien, plus que ce que vous pouvez imaginer. Vous comprenez? Parce qu'on a aussi cheminé, je l'ai vu, avant qu'il ne soit ce qu'il est devenu. On a cheminé ensemble, on a grandi, entre guillemets, ensemble, parce que nous aussi, à la fédération, on était... Donc, et voilà. Et c'est quelqu'un qui, en temps normal, devrait apporter un plus à notre football. Bon, mais maintenant... Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Et je pense que ça, c'est un autre débat. Voilà. Une autre question, je crois que ce sera la dernière, d'Alain Samuel Bakouba, qui demande si la FECAFOOT a partagé la décision du ministère des Sports de limoger les entraîneurs liélandais à la CAN. Si oui, n'était-il pas très tôt? Justement, je crois qu'il demande plutôt si le ministère des Sports... Non, moi, je ne sais pas de la FECAFOOT. Ils ont pris leur décision là-bas. Mais par contre, j'ai vu que le ministère des Sports a créé soit une commission concernant l'éthique, ou bien, mais ça, ils ne sont pas dans leur rôle. Le ministre, je suis désolé, c'est l'affaire de la fédération. C'est une affaire d'une demi-heure dans le cadre d'un comité exécutif de la FECAFOOT. Mais là, j'ai vu de tonnes de gens qui ne connaissent rien au football, il y a une commission pléthorique. Le ministre n'est pas dans son rôle. On a toujours dit à ces gens-là, mais écoutez, vous ne pouvez pas gérer et demander des comptes à d'autres personnes. Pour demander des comptes à d'autres personnes, vous devez rester à votre place. Le ministre gagnerait, parce que le rôle du ministre, c'est de demander des comptes quand il y a des problèmes. Mais si les parties prenantes, il ne pourra pas. Et il y a un gros problème de gouvernance au niveau. Et parfois, je me demande s'il ne faut pas faire de la politique. Parce que je me demande, est-ce que c'est seulement un problème de football ? Est-ce que ce n'est pas un problème global, vu notre environnement et tout? Parfois, j'avoue que de plus en plus, je me pose des questions parce que quand je vois les différents ministres, moi j'en ai vu pas mal passer, et M. Bidoumpouat qui est revenu une deuxième fois et tout ça, là déjà le professeur Ona, je me demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que peut-être qu'il faut partir du football et rentrer dans la politique un de ces jours, et peut-être que c'est ce que c'est ce que peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas, peut-être il faut que un jour, très prochain peut-être, j'y songe vraiment, peut-être je vais prendre part au débat politique dans notre pays, et je l'ai dit déjà à certains de mes amis, je leur ai dit, écoutez, peut-être que la solution au problème de notre football est ailleurs. Peut-être qu'il faut porter la question ailleurs. Peut-être qu'il faut arrêter d'être seulement des acteurs du football. Il faut devenir, pour certains d'entre nous, des acteurs politiques pour pouvoir donc porter un certain nombre de choses. Peut-être, moi j'y songe, peut-être que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je vais me déterminer. J'avais dit, dans le cadre d'une autre émission, sur cette chaîne ici, que le jour où je vais faire la politique, je vais le dire.
Ben, je pense que je vais faire de la politique. Peut-être qu'il est temps. Je vais faire de la politique. Et je pense que maintenant, quand, comment, ça, c'est une autre affaire, mais la décision est prise. Et ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 ans. Mais je pense qu'il faut le faire. Peut-être que ce n'est que comme ça que moi, à mon niveau, comme ça on va arrêter de dire qu'il bloque notre football, il fait ceci. Non, il va falloir prendre part au débat global. Merci infiniment, Abdourahmane, d'être venu. 90 minutes sont passées, très rapidement d'ailleurs. Je vous remercie et merci également à tous ces téléspectateurs qui ont pris le temps pour regarder cette émission. Elle est à présent terminée. Rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Bonsoir.